Tenir les engagements de la Net Zero Economy, on en parle avec Laurent Babiquian, le directeur des marchés de capitaux au CDP Europe. Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue. Les stylos ont chauffé ces derniers jours, ces dernières semaines. Les engagements sont pris au plus haut niveau. Les États, bien sûr, on l'a vu à l'occasion du sommet climat organisé par la Maison-Blanche et Joe Biden, mais également les banques et les institutions financières. C'est là-dessus que je voulais que vous nous apportiez votre éclairage aujourd'hui. Il va falloir que les portefeuilles de crédit des institutions financières, des banques, pour dire les choses simplement, soient alignés sur la trajectoire 1,5 degré. Évidemment, c'est un travail colossal, surtout quand on regarde du côté des emprunteurs, des entreprises. On voit un écart énorme entre la trajectoire de la majorité des entreprises aujourd'hui qui ont accès au financement bancaire et les engagements qui sont pris par les institutions financières. Comment on peut mettre ce sujet en perspective et peut-être apporter quelques idées de résolution? Écoutez, merci de m'avoir invité pour parler de ça. Effectivement, il y a une grosse déconnexion entre les intentions annoncées, parce que c'est très bien en termes de marketing, et la réalité de ce que les investisseurs ou les institutions financières, parce que je parle aussi pas simplement du crédit, mais de l'investissement en capital, peuvent faire. On a fait une étude il y a 2 mois avec Oliver Wyman où on démontrait en Europe qu'il y avait entre les banques européennes qui avaient annoncé qu'elles voulaient être neutres en carbone en 2050, donc net zéro économie, et la réalité des entreprises auxquelles elles pouvaient prêter de l'argent, il y avait un gap à peu près de 4 000 milliards d'euros d'argent qui dit qu'il veut être neutre en carbone, et de la réalité sur le marché, vous l'avez dit tout à l'heure, une entreprise sur 10 aujourd'hui en Europe est alignée sur un monde à 1,5 degré. Ça, c'est mesuré par quelque chose qui s'appelle les Science-Based Targets, qui est quelque chose de fondamental. Donc il va falloir qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises qui soient approuvées par l'initiative Science-Based Target, qui a été co-créée par le CDP et le WWF. Et aujourd'hui, il n'y a que 688 sociétés agréées, Science-Based Target. Il y a encore le même nombre, à peu près 700, qui veulent en être, qui sont dans le processus. Donc, il faut faire des milliers d'entreprises comme ça. Donc, il faut augmenter ça parce que ça va permettre aux investisseurs de pouvoir avoir un univers d'investissables ou bien de propriétés plus grand pour qu'eux-mêmes puissent avoir leur portefeuille qui soit aligné sur un monde à 1,5 degré. Encore une fois, le chiffre est marquant. Si le coût prêt tombait aujourd'hui, s'il fallait arrêter de prêter aux entreprises qui ne sont pas impliquées sur une trajectoire 1,5, 9 entreprises sur 10 en Europe n'auraient plus accès à ce type de financement bancaire ou en fonds propres. Absolument, absolument. Et on va voir probablement quelque chose qui va se passer sur le marché, c'est que les entreprises qui sont alignées vont avoir un coût du capital qui va baisser en relation avec les entreprises qui ne sont pas alignées. Donc ça, je pense qu'on va commencer à le voir très très vite, puisque maintenant la pression augmente. En plus, il y a la COP26 qui arrive. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les investisseurs eux-mêmes, il faut qu'ils soient beaucoup plus transparents. Aujourd'hui, ils ne déclarent que très peu leur scope 3, c'est-à-dire la teneur en carbone de leur portefeuille de crédit ou de leur portefeuille d'actions. Et ce qui est le scope 3 d'un investisseur et ce qu'on appelle les émissions financières est égal à 700 fois les émissions directes, c'est-à-dire la lumière dans les bureaux ou l'énergie nécessaire pour avoir les écrans Bloomberg dans les salles de marché, des choses comme ça. Donc c'est peanuts. Et donc, il y a très peu, il n'y a que 25% des institutions financières qui déclarent quelque chose sur le scope 3. Pas 100% de leur scope 3, quelque chose, et en général, c'est inférieur à 50%. Donc, on est très très loin d'avoir une transparence réelle de ce que financent les investisseurs aujourd'hui sur le marché. Ça, c'est un vrai problème. Il faut peut-être préciser, même réexpliquer ce qu'est ce scope 3 et à quoi ça correspond quand on est une institution financière. C'est l'argent que j'ai prêté, au final, comment est-ce qu'il est utilisé et quelle est l'empreinte environnementale finale de cet argent, du crédit que j'ai pu octroyer à une entreprise. Alors du crédit que j'ai pu octroyer ou bien de l'action que j'ai achetée. Comment on peut arriver à mesurer ça? Est-ce que c'est réaliste de se dire qu'une banque, dans les activités de financement au sens large qu'elle peut avoir, peut aller jusqu'à mesurer en fin de chaîne l'empreinte de l'euro qu'elle a prêté à une entreprise qui va l'utiliser aussi d'une manière qui ne dépend pas forcément de la banque. Oui, mais elle va être obligée de le faire. Et surtout, si elle rejoint une coalition, la Net Zero Banking Coalition, 43 banques, c'est un des critères. Il faut divulguer
le scope 3 tous les ans, et il faut mettre, une fois que je calcule le scope 3 de mon portefeuille de prêt ou de mon portefeuille d'actions, après il faut que je mette un objectif pour réduire ce scope 3. Et ça, elles vont devoir le faire, ces 43 banques, un objectif à 2030 et un objectif à 2050 pour être neutre en carbone. Et un tool pour faire ça, un outil pour faire ça, c'est le calcul des températures. On est capable aujourd'hui sur le marché de calculer la teneur, la trajectoire de température d'un portefeuille de crédit pour une banque ou bien d'un portefeuille d'actions pour une banque. Et il va falloir que ce chiffre de température tende vers le 1,5 parce qu'en général, aujourd'hui, on est plutôt plus entre 2,5 et 3,2 degrés puisque l'économie mondiale est estimée sur une trajectoire de 3,2 degrés. Donc il va falloir utiliser ça et ensuite les banques elles-mêmes peuvent être approuvées par la Science Based Target Initiative et qui donnera un tampon pour dire, voilà, si vous réalisez effectivement dans le temps imparti que vous nous avez donné, vos objectifs de réduction d'émissions essentiellement de scope 3, alors vous serez sur une trajectoire de 1,5 degré. Donc on va avoir maintenant cette demande de plus en plus de transparence, et ça c'est une nécessité si on veut aller vers un monde à 1,5. Il y a une grande question qui se pose, et je sais que tous les investisseurs n'ont pas forcément tranché cette question. Est-ce que la net zero economy est compatible avec des attentes de retour sur investissement, de return on equity de 10-15% qui sont les standards du marché aujourd'hui, quand on parle de financement en capital ou autres, ce sont encore les TRI cibles qui sont visés par les investisseurs aujourd'hui, y compris des investisseurs engagés dans de l'impact. Alors ça, c'est un chiffre. Comment vous tranchez cette question ou pas d'ailleurs, Laurent ? C'est une excellente question et merci de me l'avoir posée. Parce que ça, c'est un chiffre magique. D'où ça vient ces 10 à 15% de return on equity ? Voilà, c'est un chiffre sur le marché, c'est ce qu'on dit. Quand on va sur le marché, c'est ce que les investisseurs demandent. Effectivement, si vous faites ça, ça veut dire que vous allez devoir financer des entreprises qui vont faire des gros projets internationaux et autres. De l'innovation, des ruptures technologiques, etc. Peut-être aussi un petit peu d'optimisation fiscale, ce qui n'est pas forcément le bon côté des choses. Alors que quand on a un secteur mutualiste, par exemple, en France, les banques mutualistes, toutes les banques mutualistes, la Caisse des dépôts, toutes les banques mutualistes, le Crédit Agricole, ce sont des banques dont le return on equity, c'est plutôt plus entre 5 et 7%. Donc, ça veut dire plus faible. Et ça veut dire qu'avec ça, vous pouvez financer des projets qui sont moins ambitieux, probablement plus locaux et probablement qui vont permettre de régler certains problèmes que nous avons vus avec le Covid, c'est-à-dire moins dépendre de l'extérieur et avoir plus d'industrialisation à l'intérieur, d'autant plus qu'à l'extérieur, il y a des menaces d'inflation qui arrivent à travers le coût des matières premières. Le cuivre est proche de ses plus hauts historiques, le pétrole a fait x7 depuis l'année dernière. Donc on n'a pas encore atteint le pic du pétrole. Il y a plein de gens qui disent qu'on l'a atteint, mais on ne l'a pas encore atteint. Et donc ça, il va falloir vraiment à un moment donné avoir ça dans un plan national. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait à 10, 20 ou 30 ans donc je pense que cette performance financière qui sera doublée d'une performance de l'impact de ce que je fais. Je finance plus local, je finance plus des projets qui vont avoir plus d'impact sur les populations, sur le bien-être général. Donc, on va commencer à parler d'impact et de la mesure de l'impact. La grande question, ce sera est-ce que les 5 à 7% plus la performance impact, est-ce que c'est supérieur ou inférieur aux 10 à 15% qu'on a quand on va se financer sur le marché ? Mais ça, il faudra être capable de le mettre en équivalence de manière très transparente, avec des indicateurs précis qui parleront autant qu'un indicateur financier. Oui, et ça, il y a de plus en plus de gens. L'impact, c'est un mot qui est sur les lèvres de tous les investisseurs. Comment on le mesure, comment on fait ? On travaille dessus maintenant, et il faut y aller, il faut avancer dans ce sens-là. Et justement, on va terminer là-dessus, mais parmi tous les outils d'analyse et de mesure que vous proposez au CDP Europe, Laurent Babiquian, il y a alors ce que vous appelez Climatrix, qui est un système de notation justement des fonds ouverts au grand public. Et moi, en tant qu'épargnant investisseur, je vais pouvoir les regarder. Quel est le fonds mieux disant pas juste en termes d'empreinte carbone, ça va bien au-delà. Absolument. La notation que vous mettez en place aujourd'hui est bien plus large que le seul sujet carbone. Absolument, parce qu'on prend en compte la gestion durable de la ressource en eau et l'impact des entreprises sur la déforestation.
Donc on a créé un système qui s'appelle Climatrix, qui est une note holistique qui permet de mesurer l'impact environnemental de 20 000 fonds d'investissement, un tiers du marché. Ouais. C'est accessible sur un site internet, c'est ouvert au public, et ce serait absolument extraordinaire que tous vos auditeurs... Donc c'est cdp.net, hein, c'est ça? Oui, c'est gratuit, ouvert au public? Exactement, cdp.net/programme Climatrix. Je n'ai pas exactement le... Oui, non, mais cdp.net et on cherche Climatrix. Et là, vous avez... N'importe qui peut avoir accès à cette notation, et les fonds à 5 feuilles, donc c'est représenté par des feuilles, sont les meilleurs fonds. Ce sont les fonds dont on peut dire qu'ils ont clairement commencé à transitionner vers une économie bas carbone, résiliente en eau, et dont l'impact sur les forêts est positif, c'est-à-dire très peu de déforestation. Et donc 5 feuilles à retenir, il faut chercher des fonds à 5 feuilles, il y a à peu près 1200 fonds en ce moment qui ont 5 feuilles sur les 20 000 fonds que nous notons. Et c'est un système de notation qui dépasse, par exemple, l'étage des labels. Ah oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. C'est au-dessus des labels. Les labels, deux entreprises peuvent recevoir un label si elles répondent à un cahier des charges. Ça, c'est bien. Mais je ne sais pas quelle est la meilleure des deux par rapport à un monde à 1,5 degré. Alors qu'avec Climatrix, je sais qu'un fonds à 5 feuilles est nettement meilleur qu'un fonds à 4 feuilles. Ouais. Et les deux peuvent être labellisés ESR sous la réglementation française actuelle. Exactement. Puisqu'on prend dans la notation Climatrix, on donne des points supplémentaires aux fonds s'ils ont un label. Et j'aurais bien aimé aussi juste mentionner quelque chose. Pour le dernier étage de la fusée par rapport à la net zéro économie, c'est qu'il va falloir calculer le coût des externalités dans le prix des actifs à la bourse. Donc, c'est quoi le coût du charbon? C'est quoi le coût de l'eau? C'est quoi le coût de la biodiversité? C'est quoi le coût de la forêt? Ça fait 20 ans qu'on parle du coût du charbon, du carbone pricing. On ne l'a pas. On a des bourses, mais qui sont à 45 euros. C'est le prix le plus facile à mesurer, d'une certaine manière. Oui, mais il n'y a pas de volonté politique. Il y a des lobbies qui luttent contre ça. Et ça, c'est un problème. Il faut avoir ça pour pouvoir faire une évaluation des prix des actifs à la bourse. 50 € le prix du carbone, ça monte. Oui, mais il faut être à 200 €, 250 €, 300 €, donc ça monte. Et après, le dernier point, si on pouvait calculer d'une vraie bonne manière l'inflation, qui permettrait d'actualiser les flux futurs, les cash flows futurs, avec une vraie réalité de ce qu'est l'inflation. On dit qu'il n'y a pas d'inflation, alors qu'il y a de l'inflation aujourd'hui, au moins à travers le marché. Non, mais là, c'est un sujet, effectivement. Non, mais c'est toute la chaîne de mesure des prix, finalement, qui est à repenser. On en reparlera avec vous. Je suis ravi, Laurent, quand vous voulez. Arrêtons-nous là et teasons pour la suite. Merci. Laurent Babiquian, directeur des marchés de capitaux du CDP Europe, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct.